Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Bonjour Sephora, bienvenue sur EventCheck. Comment vas-tu ? Bonjour Clémence, écoute, je vais très bien. J'avais très hâte de faire ce podcast avec toi aujourd'hui, depuis le temps qu'on en parle. Ouais, exactement. Alors, on va tout de suite parler un petit peu de qui tu es, de ce que tu fais. Donc toi, tu es la cofondatrice du Shake and Smash. Voilà, c'est ça, avec Jérôme. Mais avant, c'est quoi ton parcours ? Comment vous en êtes arrivé avec ton conjoint à cofonder le Shake and Smash ? Alors en fait, on a un parcours qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Moi, je sors d'une formation esthétique. Donc j'ai fait 6 ans d'études en alternance en tant qu'esthéticienne et masseuse. Et lui, Jérôme, donc, il a fait plutôt, après un bac, des études pour devenir militaire et ensuite steward. Donc, vraiment rien à voir. Voilà. Atypique. Atypique, exactement. Donc, rien n'était prédestiné, déjà, à ce qu'on se rencontre et puis, qu'on travaille ensemble et qu'on crée le Shake and Smash, justement. Ok. Et du coup, comment vous vous rencontrez ? Alors, on se rencontre vraiment par hasard dans une soirée entre amis, Okay. voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y avait rien de professionnel en fait à ce moment-là. Et puis, c'est là qu'on est donc partis à l'étranger en Australie ensemble et qu'on a découvert le monde du bar. Quand vous partez en Australie, vous faites une pause dans vos carrières mutuellement ? Voilà, c'est ça exactement. Donc moi, je travaillais dans les hôtels de luxe pour tout ce qui était la section spa, voilà. Et lui, voilà. Et lui, du coup, était plutôt, en recherche un peu d'aventure et justement, l'Australie, je pense que ça s'y prête très bien. Voilà, donc pas forcément de pause dans sa carrière pour sa part. Moi, une petite pause, mais c'était également pour que je puisse enrichir ma carrière, que je voyais toujours dans l'esthétique. Donc c'est pour ça que là-bas, sur place, j'ai travaillé dans mon secteur. Voilà, j'ai tout fait dans mon secteur. Ensuite, et Jérôme, du coup, il faisait quoi en Australie ? Voilà, donc du coup, Jérôme, comme il vient quand même d'une famille de restaurateurs, il connaissait un petit peu quand même un minimum au niveau du service, au moins des cafés ou vraiment des cocktails basiques, et il a réussi en fait à trouver un poste là-bas. Mais c'est là-bas qu'il a en fait découvert les cocktails. Ça a été vraiment la révélation. Ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'il s'est pris de passion pour les cocktails. Alors pour l'instant, chers auditeurs, vous comprenez pas trop pourquoi on parle de cocktails, mais vous allez vite comprendre. Ok, donc l'Australie, Jérôme tombe en amour pour les cocktails, et voilà. Ensuite, écoute, on fait plusieurs tests. Il me fait plein de cocktails pour mon plus grand bonheur. Je commence à m'y intéresser également, à découvrir le monde des spiritueux, surtout là-bas. En Australie, c'était il y a presque 12 ans. Par rapport à la France, il y avait énormément d'alcool que nous, on n'avait pas. Donc, c'était la caverne d'Ali Baba lorsqu'on allait dans les liquor stores. Et c'était un monde finalement qui me plaisait aussi également. On est revenu sur Paris et donc là, il s'est dit je veux travailler dans le monde du cocktail, je veux peaufiner, je veux avoir plus de connaissances. Et c'est là que lui, il a travaillé en fait à l'hôtel Raphaël, qui est un hôtel 5 étoiles.
au bar et au Mama Shelter. On va dire que c'est là qu'il a vraiment fait ses armes à Paris sur la scène cocktail. D'accord. Oui, en plus, Mama Shelter, c'était vraiment leurs premières années, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ils étaient très, très portés, très connus pour le bar. Très connu, exactement. C'était vraiment l'endroit à la mode à l'époque. Donc, ça lui a permis vraiment de développer un petit peu toutes les qualités requises pour faire du cocktail, on va dire mixologie, comme on peut dire maintenant. Et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Donc, par la suite, à l'issue de cette expérience-là, on a commencé à se dire que peut-être on aimerait bien travailler ensemble dedans, et c'est là que les projets ont commencé à être fomentés. Ok. Et donc, après que vous ayez acté, que vous ayez envie de faire quelque chose ensemble dans le cocktail, comment ça se déroule? Alors, ça se Quelles déroule ont été les différentes étapes? Voilà, en plusieurs étapes exactement. Donc, on se dit, alors il faut savoir, on va refaire un petit flashback, on va remettre un Bien petit sûr. peu, voilà. Fais-nous un flashback. Un petit flashback obligatoire. En fait, Jérôme sa famille est restaurateur et dans le monde du bar depuis 1923. En fait, c'est son arrière-grand-père qui a acheté un bistrot, donc là où on est maintenant, à côté de la place de la République. Ce bistrot s'est transformé en brasserie avec son arrière-grand-père, puis en restaurant corse avec son père. Et en fait, on avait la possibilité de reprendre, de racheter le fonds de commerce et de faire en fait quelque chose. C'était pas du tout ce qu'on voulait au début. On voulait tout sauf reprendre l'affaire familiale parce qu'on connaît très bien les difficultés inhérentes à faire ça. Donc c'est vrai que sur le moment on n'était pas très chaud, mais c'est en découvrant les cocktails et en se disant que finalement on avait la possibilité d'avoir un lieu pour réaliser ce qu'on aimait. Et c'est là que ça a vraiment débuté. Et on s'est dit, tout s'est aligné un petit peu. C'est ça, c'était vraiment une question de timing. Le destin. C'est ça, exactement. Et c'est là qu'on s'est dit, on va reprendre le bar familial et on va tout transformer, évidemment. Et donc, c'est vraiment les premières pierres du Shake and Smash. Vous avez transformé le restaurant corse familial en un bar à cocktail. Voilà, exactement. C'est la première pierre à l'édifice. Déjà, c'est le changement de nom. Tu vois bien il y avait une volonté de trancher puisqu'on passe de Brasserie Le Temple à Shake and Smash. Donc, ça va, les parents ne sont pas trop tombés de leur chaise. Si, ils arrivent toujours pas à le prononcer, mais c'est pas grave. On leur en veut pas. Du coup, voilà, déjà, on a voulu trancher de par le nom de l'enseigne et aussi au niveau de la décoration. C'était vraiment hyper riche en décoration, assez kitsch, etc. C'était c'était l'esprit du lieu à ce moment-là. Donc on a fait quelque chose de plus épuré avec un gros bar en bois style british qu'on avait vu dans plein bars d'hôtels parce qu'en fait on est sorti énormément. C'est pas juste en travaillant au Mama Shelter et à l'hôtel Raphaël qu'on a fait vraiment nos armes. Finalement, c'est en étant client. C'est vraiment ça. C'est vraiment le côté autodidacte, le côté on se renseigne énormément, curieux, on sort, on pose des questions au barman et c'est là qu'on a le plus appris. Ça, c'est clair, c'est net. Alors, c'est un budget, mais c'est un... Ouais, mais finalement, une formation, ça coûte combien? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est une formation plaisante. Pas forcément... voilà. Non, mais c'est bien de le souligner parce que je pense que on est un secteur où on a tendance à rester chez nous et à observer de loin les autres à travers des médias tout à fait. pro. Et on va pas forcément sortir chez les autres. Or, en effet, déjà rien qu'en termes d'expérience, je pense que ça vous a donné plein d'idées en disant ok, on n'a pas aimé ça, on a bien aimé ça. Puis après, il y a toute la partie service, produit. C'est ça. Alors les idées, c'est une chose et on continue. De toute façon, c'est notre dada. C'est de sortir. C'est de voir ce que font les autres et pas en effet de loin, comme tu le disais. Et à ce moment-là, ça a été vraiment la clé de voûte, parce que c'est là que tu poses les questions exactement que tu veux, tu vois, au barman. C'est vraiment très précis. Tu demandes quel fournisseur. Nous, on y allait à fond. On expliquait qu'on avait un projet, etc. Et les gens nous ont beaucoup aidés, évidemment. Et franchement, mais c'est ça qui est assez incroyable, c'est que on croit que, et moi la première,
sur le secteur hôtellerie, restauration, événementiel, on a tendance à croire que les concurrents potentiels vont être très froids et vont un peu nous envoyer paître, alors que pas du tout. Souvent, les gens s'aident beaucoup. Moi, j'ai plein d'histoires avec nos clients chez Booking Check qui se sont aidés les uns les autres. Nous, on a plein de clients qui sont arrivés au fil des années, qui en fait étaient des gens qui avaient eu à un moment donné un projet pour créer un nouveau lieu et qui avaient contacté des lieux qu'ils aimaient bien, qui étaient déjà nos clients, et c'est comme ça qu'ils arrivaient chez nous. Et il y avait beaucoup d'entraide, et beaucoup plus qu'on ne le croit, parce qu'on a vraiment cette image de entre restaurants, entre hôtels, entre lieux événementiels, c'est la guéguerre, et on s'aide pas, et c'est totalement faux. Je pense que majoritairement on s'aide. Voilà, je le confirme, c'est tout à fait ça. Voilà, je le confirme parce que c'est quelque chose qu'on fait encore. Ok, donc même encore aujourd'hui, quand vous posez des questions à d'autres lieux, ils sont hyper ouverts de vous partager leurs infos. Ouais. Oui. Bah top, ça c'est des belles belles nouvelles. Oui, je pense que c'est vraiment, faut que ça fasse partie un peu d'un style de vie professionnel, c'est-à-dire prendre du temps et sauver un petit peu de son temps pour faire l'effort d'aller sortir et de voir ce qui se passe, et d'interagir évidemment avec les gens qui sont sur place, pas juste de prendre son verre de rosé ou je ne sais quoi et de se barrer. C'est pas vraiment ça. C'est un petit peu Faut voir ça comme des team building. Voilà, c'est ça exactement. Des rencontres inopinées. C'est ça. C'est vos team building avec des intervenants variés en plus que vous pouvez solliciter. Exactement. Donc du coup, quand vous ouvrez le Shake and Smash, la première version, parce que c'est pareil, il y a eu plein d'évolutions, mais quand vous ouvrez le Shake and Smash, le concept, on a compris, c'est les cocktails. Est-ce que tu nous donnes peut-être une image globale de ce que vous proposez ? Oui, bien sûr. Donc déjà, ça s'est fait en 2013. Il faut savoir que c'est un établissement qui fait, je vais parler de rez-de-chaussée, j'expliquerai plus tard pourquoi, qui fait au rez-de-chaussée déjà plus de 120 mètres carrés. Donc même si c'est dans la famille, il a quand même fallu racheter le fonds de commerce, puis verser quand même un loyer pour faire vivre la famille. Donc c'est des charges assez lourdes. Voilà, donc c'est un grand établissement. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et je pense qu'on l'avait pas justement dans la tête à ce moment-là. On pensait en fait qu'on allait avoir plein de clients comme ça du jour au lendemain. Donc ça a été, on va dire, vous allez ouvrir les portes et que ça allait se remplir. Voilà, la période un petit peu difficile, 2013 jusqu'à 2015. Donc il y a eu 2 ans vraiment où on a un petit peu galéré parce que on a complètement sous-estimé et nous ne connaissions pas tellement le fonctionnement de la pub, des réseaux sociaux, de toute la démarche qu'il y a à faire en amont d'une ouverture pour se faire connaître, en sachant que quand on reprend un business familial, on change complètement de clientèle, surtout quand on fait pas la même chose. Donc c'est de démarrer à zéro, et ça, pour le coup, si je devais me parler à moi-même et me donner un conseil à ce moment-là, ce serait celui-là, ce serait de ne pas sous-estimer ça et de faire tout pour se faire connaître en amont de l'ouverture, parce qu'une fois que c'est parti, il faut quand même tout payer. Donc ça, c'est un petit peu le problème du débutant, et sous-estimer les coûts, sous-estimer plein de choses. Donc les cocktails, en effet, ça a été notre activité principale pendant ces 2 ans-là, de 2013 à 2015, avec une petite activité food. Donc nous, on a toujours fait des petites assiettes, jamais des entrées, plats, desserts, etc. Donc, des tapas à partager, quoi. Des tapas à partager. Un peu travaillé, vous étiez quand même sur une gamme. Pas du luxe, mais c'est travaillé. Un moyen haut de gamme, quoi. Voilà, tout à fait. On a 2 cuistots qui font tout maison, donc c'est assez qualitatif. Et pendant ces 2 ans, pour animer, on a tout fait pour essayer quand même de casser la baraque. Donc on a organisé des concerts, on a organisé des jours de l'an de folie avec des stripteaseuses burlesques, des magiciens, pour essayer de faire des gros soirs. En fait, on fait rentrer beaucoup de chiffres. Ça a été des actions qui nous ont permis en fait de survivre. Et en 2015, on va dire 2016, grosse révélation sur le fonctionnement du bar. C'est le bar est grand, on n'a pas besoin d'autant d'espace. Pourquoi on
ferait pas un système de réservation de groupe pour la salle du fond qui se démarquait naturellement avec son propre bar pour essayer d'avoir plus de clients. Et c'est comme ça que tout a commencé sur le long chemin de l'événementiel. Et comment ça vous est venu? C'est vraiment juste en pensant à comment optimiser tous vos espaces, parce que comme tu dis, c'était grand, ou est-ce que pareil, vous avez reçu naturellement des demandes parce qu'il y avait un manque sur le marché. Les autres établissements vous ont dit, mais les gars, alors, les groupes, c'est hyper intéressant. Comment vous êtes arrivés? C'est la deuxième réponse que tu disais, et c'est presque tout le temps comme ça. Chacune de nos idées viennent d'une demande quasiment. Donc, une demande client, ou alors une remarque, ou voilà, c'est quasiment, enfin, nous on fonctionne comme ça maintenant. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une nouveauté, c'est qu'il y a une demande, parce que comme ça on est sûr de ne pas se tromper déjà. Et là ça a commencé comme ça. Et pourquoi vous feriez pas au petit salon un truc pour des événements privés et voilà, et ça a mis une petite graine qui a germé, et c'est comme ça que on a donc commencé à regarder un petit peu sur Internet comment ça se passait. C'est là qu'on a découvert différents sites qui faisaient déjà à l'époque des réservations de groupe. Donc ça les sites d'apporteurs. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est grâce à ça que vous avez développé cette activité-là? Tout à fait. Ça a commencé comme ça? Ouais, ouais. Surtout que c'était, 2016, ça commence déjà à faire. C'était les débuts. Voilà, un petit moment. C'était les débuts, en effet. On avait un lieu qui était beau, qui était bien. On faisait des cocktails de qualité. Donc, l'offre, elle a tout de suite plu. Et en fait, eux, ils ont, des canaux que nous, on n'a pas d'arrivée de clients. Oui, des trafics, des volumes de trafic qui sont pas évidents à avoir quand on démarre. Voilà, exactement. Parce qu'on n'a pas encore sa clientèle. Ouais, ils drainent. Surtout que c'était, ça c'est sûr. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas, les groupes, du tout. On savait pas forcément faire. Hein. Donc on s'est fié à eux. Ils nous ont apporté du trafic. Et on a commencé, tous les week-ends, à avoir de plus en plus de monde, à avoir de plus en plus de groupes, de plus en plus de demandes, le bouche à oreille. C'est là qu'on a commencé à développer des formules. Voilà, pour les particuliers, on essayait de faire des choses qui ont très bien fonctionné, jusqu'à un moment, en fait, on refusait peut-être 200 clients par semaine. Ah oui. Ouais. Okay. Et là, du coup, on est dans la troisième phase du Shake and Smash. On a donc à l'étage inférieur tout cassé, les frigos, les chambres froides et tout ce qu'il y avait comme bazar, et on a créé 2 salons avec bar privatisable où on peut mettre sa propre musique dans une déco un peu Phileas Fogg, un petit peu cabinet de curiosité. Ça a été le déclencheur, ça a été la ruée là, ça a été incroyable. Ils sont tous venus. Ah oui, là ça a été incroyable. Voilà, et ça a permis en fait de développer ce savoir-faire pour les groupes, qui nous a permis petit à petit d'arriver sur du B2B, donc de faire des soirées d'entreprise. Donc au début, vous avez vraiment démarré avec les particuliers, et au fur et à mesure, les pros sont arrivés quand vous avez été de plus en plus professionnel dans votre activité de groupe et d'événements, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu ça. Il y en avait de manière sporadique, mais c'était vraiment de temps en temps. Anecdotique. Voilà. Donc c'était pas la majorité. C'est vraiment les particuliers qui nous ont forgés. Ok. À cette époque-là, quand vous commencez à vous mettre sur le créneau du groupe, est-ce que vous avez déjà un site internet? Est-ce que au fil de l'eau, pareil, que cette activité prend de l'ampleur, est-ce que vous développez toute votre partie à vous, votre visibilité en ligne, votre stratégie de communication, votre marketing? Alors pendant cette période, cette période jusqu'à, on va dire, 2018 à peu près, on est juste la tête dans le guidon, on est dans le jus. En fait, voilà. Comme les volumes. On revenait donc de 2 ans de galère où on a eu beaucoup de mal à payer nos factures, on a eu beaucoup de mal à remonter. À un moment avec Jérôme, on n'était que tous les deux à tout faire avec nos cuistots. Là, à ce moment-là, on n'a que 2 autres barman, quoi. C'est vrai, alors qu'on a quand même, je sais pas combien de salons. Donc, on court dans tous les sens, on travaille du matin au soir. Le matin, les réservations, le soir, le service, les commandes, les livraisons, enfin, tout ce qu'on peut connaître dans ce métier, on l'assume. Donc, je suis à des années-lumière
de m'occuper de mon site internet que j'ai quand même, qui est un WordPress qu'on m'avait fait, mais je suis incapable de le modifier parce que c'est trop compliqué. Donc je maîtrise pas du tout. Donc je suis pas du tout dans la chose. Je suis plutôt dans le service à ce moment-là. Ok, vous êtes pur opérationnel parce Pur que opérationnel. beaucoup de volume et vous remontez la pente financièrement, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et donc voilà, bon an mal an, les années passent et ça marche de mieux en mieux. On a de plus en plus donc de demandes de sociétés. Et c'est là en fait qu'arrive une inspiration. C'est un ami à moi qui s'appelle Olivier Chazot, qui a lui une société qui vend des cours de natation. Alors vous allez dire c'est quoi le rapport? Les enfants. Pour les enfants, exactement. Donc en fait il utilise des piscines municipales qui pendant par exemple les temps creux n'ont rien à faire. Donc il propose de ramener ses maîtres nageurs et de mettre les cours qu'il vend en ligne. Et en fait, j'ai trouvé l'idée géniale en fait de vendre des cours en ligne parce que ça génère un chiffre d'affaires qui est sous forme de bons cadeaux, de réservation de cours. C'est quelque chose qu'on faisait pas du tout. Et nous, à l'époque, on avait déjà commencé à faire un petit peu les cours de cocktail, voilà, pour diversifier notre offre et pour un petit peu. Alors, pourquoi? Comment vous pensez à ça, faire des cours de cocktail? Quand est-ce que vous commencez? C'était en quelle année? En 2017. Ouais, donc pareil, c'était pas non plus très étendu. Non, pas du tout. C'était vraiment pour faire de l'animation, voilà, supplémentaire, essayer de générer un chiffre, mais on savait pas comment s'y prendre parce qu'encore une fois, on était très opérationnel. Mais c'était des fois les groupes, ils demandaient ou alors des réservations un petit peu. Donc les clients avaient une demande, vous étiez en train de tâtonner parce qu'il y avait cette demande. C'est ça, exactement. C'était quelque chose qu'on avait. Et toi, en parallèle, ouais. Oui, moi, dis-moi. Moi, en parallèle, je trouve que l'idée est très bien, etc. Et il faut savoir que les cours de cocktail, on en faisait déjà, en fait, au tout début, en 2013. On avait déjà cette idée-là, mais on n'a pas pu aboutir à cause de tous ces problèmes financiers et puis le manque après de personnel. Exactement, c'était vraiment l'idée. Et si tu veux, après, j'y reviendrai, mais le Shake and Smash de 2013, quelque part, c'est presque le Shake and Smash de maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on voulait en 2013, on n'avait pas les moyens de le faire. Et maintenant, on y est. Voilà, au bout du temps. Voilà, grosso modo, c'est ça. Que ce soit en termes du nombre de personnel, de leur poste, des prestations. Voilà, c'était quand même assez similaire. Donc, pour en revenir à ces cours de cocktail qu'on faisait un petit peu déjà, qu'on pratiquait, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, il faut qu'on fasse une boutique en ligne et qu'on vende des cours de cocktail, tout simplement, comme un cours de n'importe quoi, en fait. Un cours de natation. Comme un cours de natation. Voilà, ou un cours de piano, peu importe. En fait, il faut créer une boutique en ligne. Et alors là, c'était parti. Donc, lui m'a dit, écoute, si tu maîtrises pas WordPress, essaye sur Wix. Alors, en effet, c'est pas l'outil le plus incroyable du monde au niveau du référencement Google. Alors, c'était vrai à l'époque où tu as commencé, c'est plus le cas. Voilà. Parce que nous, on est je vais faire une petite aparté parce que ça, c'est un gros sujet. Il y a nous, quand on est arrivé sur le marché il y a 5 ans et qu'on nous posait des questions sur les sites internet, on déconseillait Wix pour le référencement. Mais c'est vrai que c'était quand même vachement pratique parce que très facile d'utilisation quand on n'est pas un pro. Il faut quand même toucher sa bille pour être à l'aise sur WordPress. Oui. Même moi qui suis à l'aise, WordPress, c'est pas possible. Ouais, c'est très compliqué. Faudrait vraiment que j'y passe du temps, quoi, pour comprendre. Mais il y a ça fait 2 ans à peu près que Wix s'est amélioré drastiquement sur son référencement. Donc aujourd'hui, la différence entre WordPress et Wix, elle existe presque plus. Bon bah voilà. Donc allez-y gaiement hein, maintenant. Ah non mais oui, vraiment, justement quand on est très opérationnel, c'est typiquement le genre d'outil qu'il nous faut parce que c'est vraiment comme d'utiliser Publisher où voilà, on met la photo, on la déplace, on écrit du texte et en fait Wix fait tout le codage. Tous les modèles sont faits. Tout à fait. Et nous d'ailleurs en professionnel chez BookingCheck, on conseille Wix à tous les clients. Donc c'est pour ça que je dis maintenant vous pouvez y aller les yeux fermés, vous serez pas en 3e page parce que vous avez un site Wix, c'est plus vrai ça.
Donc facilitez-vous la vie, faites comme le shake and smash. Voilà, bah non, c'est toujours faciliter la vie, hein, parce que c'est vrai que on n'avait pas les moyens déjà de prendre énormément de partenaires indépendants qui puissent nous faire ça coûte très cher notre site internet, voilà, et ci et ça. Donc quand il faut tout faire soi-même, il faut trouver des outils appropriés. Donc Wix, ça l'était. Pour la boutique en ligne, c'est déjà inclus en fait dans Wix, donc c'est hyper simple. Il y a également l'agenda de réservation qui nous a permis de mettre en ligne un agenda pour les cours de cocktail où les gens y payent d'avance sur le site. Ça aussi, ça nous a changé la vie. Après, il suffisait d'ouvrir un compte bancaire Stripe et voilà. En fait, sur Wix, il y a plein de petits outils qu'on peut plugger sur son site. En fait, Wix, c'est comme une bibliothèque avec plein de petits outils, et notamment le paiement en ligne. Ils ont même en effet un petit module de prise de demande pour de la réservation de cours, mais même pour de la réservation plus largement. Ça envoie un mail, hein, ça va pas, il y a pas un système derrière comme nous par exemple Booking Check, mais quand on a des petits moyens et qu'on démarre, ça fait le taf, hein. Oui, mais c'est exactement ça. Et je suis toujours sur Wix, alors que c'est c'est parce que c'est simple et il progresse tout le temps. Donc bon outil pour des gens comme moi. Donc ça m'a changé la vie, et là en fait naturellement on a eu des achats en ligne. Alors le premier achat, on est comme des fous, il y a la cloche qui sonne, vous avez eu 3 achats, bon cadeau. On se dit mais c'est génial et tout. Et donc du coup c'est là que j'ai commencé vraiment à développer le site internet, à comprendre l'enjeu que ça pouvait avoir pour mon business, à développer les cours de cocktail. Et tout ce chiffre supplémentaire nous a permis, avec Jérôme, de recruter, ce qui nous a permis d'être en recul sur ce côté opérationnel, encore une fois, et de toujours passer plus de temps à la recherche d'outils et de moyens de se développer. Du coup, puisqu'on parle de ça, comment vous répartissez avec Jérôme ? Toi, tu t'occupes de quoi et lui, il s'occupe de quoi ? C'est quoi vos rôles ? Alors, on est toujours au courant de ce que fait l'un et l'autre parce qu'on est tout le temps ensemble, en fait. Donc, chacun est susceptible de tout faire. Par contre, c'est vrai que naturellement, je fais plutôt tout ce qui est administratif. Je sais que c'est un peu cliché pour les filles, mais je fais ce qui est facture, tout ce qui est éléments pour les salaires, le recrutement, les commandes pour la cuisine. C'est moi qui gère la cuisine, c'est moi qui crée les recettes, c'est moi qui m'occupe de cette partie-là. Et Jérôme, lui, il est plutôt sur tout ce qui est devis, demande de réservation, former la personne qui maintenant s'occupe de ce côté commercial, essayer de susciter l'intérêt des barman en mettant en place des dégustations, etc. C'est un peu Jérôme. C'est quelque chose que je fais beaucoup moins. Voilà. Et sur toute la partie du coup site internet, stratégie de positionnement. Ça c'est moi. Ça c'est plutôt toi. Ouais, c'est moi parce que j'ai développé naturellement un intérêt pour ça en fait. Donc maintenant ça fait depuis 2017 que je le fais. C'est moi qui ai créé le site internet de A à Z. Donc maintenant c'est moi qui fais parce que c'est plus simple. Oui, voilà. T'aimes bien. Et voilà, j'aime bien, ça me plaît. En plus, j'ai toujours quand même des idées. Si lui il en a, je les mets sur le site. Voilà, c'est assez simple au niveau du fonctionnement. Chacun a des tâches, c'est vrai, assez réparties. Et ça permet une bonne fluidité. Ça, c'est hyper important et c'est une chance. Hein. Ça, c'est sûr que quand on a, je trouve aussi que ça permet de pas se marcher dessus et d'éviter des conflits qui font perdre du temps. Parfois, quand on a chacun ses tâches bien réparties, même si on est au courant évidemment de ce que font les différents associés et qu'on se parle, il y a une personne qui est en charge d'une chose et ça permet de pas créer des doublons un peu sur des tâches similaires qu'on va faire différemment et du coup de se prendre un peu le bec. Exactement. Alors en effet, là c'est mon associé partenaire dans la vie, etc. Donc c'est vrai que le fait que ça se passe bien, c'est une chance, mais je pense surtout aussi aux personnes qui ont des associés qui sont des personnes extérieures et qui ne réagissent pas toujours favorablement aux changements, etc. Et là, je me mets à leur place et je me dis, en effet, c'est sûr que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur
d'arriver à faire autant de changements en si peu de temps. Ça, c'est une évidence aussi. D'où oui, c'est sûr que vous êtes très très agile. Voilà, d'où le fait, voilà, l'importance d'avoir chacun son petit poste de travail et de développer chacun son truc quand les choses se passent pas très bien. Ça, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Donc on revient au cours de cocktail. Donc vous mettez votre boutique en ligne, les cours se vendent. Oui, exactement. Et ensuite, c'est tous les samedis avant le service blindé de cours de cocktail. Voilà, parce que au début on faisait mardi, jeudi, samedi, mais ça splittait trop la masse de clients, c'était inutile. Donc en fait, on a décidé de tout rapatrier sur le samedi en before à 17h. Et donc en fait, quand les gens achètent des bons cadeaux ou qui réservent, c'est le samedi. Donc là, c'est tous les samedis qui sont complets au niveau des cours de cocktail. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. Par contre, depuis 1 an et demi, la scène cours de cocktail est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de concurrents, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à une personne professionnelle dans tout ce qui est Google Ads pour augmenter mon référencement payant et pour continuer à être presque le leader. Bien sûr, rien de moins. Voilà, c'est l'objectif en tout cas. Donc c'est parti. Voilà, objectif numéro 1. C'est vrai que quand il y a beaucoup de concurrence comme ça, ce qui a fait la différence, c'est mon référencement naturel donc sur Wix, qui est très facile à faire aussi. Par contre, ça demande du travail, il y a une espèce de veille un petit peu minimum 3 fois par semaine, ajouter du contenu sur son site, vérifier les mots-clés, voilà, c'est un petit peu de boulot. Néanmoins, c'est quelque chose qui paye énormément le référencement naturel, parce que quand les gens cherchent sur Google cours de cocktail Paris, en effet, il y a les annonces payantes, mais souvent le site auquel ils font confiance, c'est le site qui arrive en premier naturellement, sans avoir fait d'annonce. Et ça, je sais que ça nous génère un beau trafic pour avoir fait l'analyse. Néanmoins, c'est vrai que le Google payant, c'est un gros booster quand même. C'est un gros booster quand il est bien fait. Oui. Donc ça aussi, très contente de l'avoir fait. Et maintenant, je vais le faire de manière avec une saisonnalité, c'est-à-dire que j'ai vu que par exemple les gens tapaient cours de cocktail plus en septembre, à Noël et en juillet. Eh ben, je vais focus mon budget Google Ads autour de ces périodes et peut-être ne pas faire de publicité pendant les périodes creuses. Ça, c'est un bon compromis si on n'a pas un budget incroyable à mettre dedans. Ou le faire sur d'autres choses parce que oui, après, donc en octobre, novembre, je pense d'ailleurs à novembre-décembre, c'est peut-être moins des cours de cocktail purs, mais plutôt des soirées entreprises. Aussi, ça du pourrait. coup, on répartit en fonction. C'est tout à fait possible. C'est bien que tu le soulignes, la saisonnalité. Ouais. Donc voilà, pour les cours de cocktail où on en est aujourd'hui et comment ça a commencé. Mais on n'a pas dit quelque chose, Sephora. On n'a pas parlé de la pandémie, c'est ça ? Bah oui, parce que ça a été aussi un moment où je pense que vous avez, vous êtes retrouvés à être en pause. Et le cours de cocktail vous a permis aussi un format qui vous permettait de continuer une activité. Voilà, exactement. En fait, on peut dire que le cours de cocktail a sauvé notre vie. Non, la vie du shake and smash, très probablement parce que, alors, ça nous a sauvé la vie, ça nous a financé nos travaux et ça nous a gardé dans la course. Donc, triple jackpot. C'est-à-dire que ça nous a sauvé la vie, parce que en effet, ça nous a permis d'avoir un chiffre. Ce chiffre, il nous a permis de réaliser des travaux qui, je vais en revenir plus tard, nous permet aujourd'hui de faire encore plus d'événementiel et de B2B. Et la troisième chose, en effet, je perds le fil. C'est que je disais, ça nous a aussi triple jackpot, donc il y a ça financé. Vous restez dans la course. Voilà, garder dans le coup, en effet, parce qu'on était tout le temps en fait à faire des posts sur LinkedIn, sur Instagram, montrer nos box, faire encore une fois du Google Ads, voilà. Et ça, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont commencé à nous suivre pendant la pandémie. Et les box, on a travaillé uniquement quasiment avec les sociétés. Et là aussi, ça évidemment, bien développé. on a eu beaucoup de contacts
à ce moment-là, avec qui on a pu faire du présentiel par la suite. Ouais. Donc en gros, si je reprends, donc avant pandémie, les cours de cocktail avec toute la partie achat en ligne et tout, c'est super bien développé. Comme vous êtes précurseur, vous vous référencez bien naturellement là-dessus parce que tu travailles ton site, mais vous êtes aussi précurseur, donc vous n'avez pas beaucoup de concurrents à l'époque. En parallèle, l'événementiel est aussi stable. Vous avez vos groupes qui tournent et vous avez toujours votre activité bar de particuliers, de gens qui viennent boire un verre. Voilà, exactement. C'est Comme ça, bien résumé. en petit. Donc ça, c'est avant pandémie. La pandémie démarre, donc vous êtes fermé, et du coup, vous vous dites, casse la tienne, nous on va faire du online. Voilà, c'est ça. On se lance. Du coup, donc pour ça, encore une fois, parce que maintenant tu as tes bons réflexes de stratégie marketing. Voilà, enfin, donc tu mets à jour ton site, tu fais du Google Ads. Est-ce que tu te références aussi là sur des apporteurs plutôt sur des actifs qui proposent de l'activité en ligne et cette fois-ci pas de l'événementiel? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide? C'est eux qui viennent à nous. Si, c'est eux qui viennent à nous comme ça d'entrée de jeu, boum, parce qu'en fait, on était quasiment les seuls avec quand même quelques autres, mais par rapport à la quantité de demandes qu'il y avait pour transformer des Christmas parties en activité digitale, la demande, elle était incroyable. Et à mon avis, je sais pas exactement combien on était à le faire, mais on n'était pas nombreux, ça c'est une certitude. Surtout dès le début. Une dizaine, je dirais. Parce que nous, on l'a fait dès octobre. Hein. Donc ça a été vraiment... Et moi, je me souviens de partenaires qui cherchaient justement des prestataires pour faire du cocktail en ligne et c'était pas évident parce qu'il y avait pas beaucoup de monde et c'était pas toujours quali aussi. Voilà, il y avait un peu à boire et à manger déjà dans le tout petit nombre que vous étiez. Donc je pense que les bons sont vite ressortis du lot. C'est ça exactement. Donc en fait ils sont plutôt venus à nous. Bon voilà, ils avaient toujours leur système de commission etc. Mais c'est vrai que ça a enrichi encore la quantité et la base de données, voilà. Donc on en a fait de octobre à mars, on en a fait 2000 à peu près. Et ouais, non quand même. Je vais pas regarder les chiffres. C'est bien. Ouais, non, c'était bien, C'est balèze. Ah non, c'était balèze. Oui, ça a été une grosse logistique, hein. Donc il faut commander les boîtes en carton, les stickers logotés. Après, on a commandé des mignonnettes en fait d'alcool. Donc c'était trop mignon. On avait des mignonnettes Cointreau, Hendrix, Zubrowska, des petits citrons qu'on a achetés chez Syracuse. Enfin, on avait 4 fournisseurs différents. Il fallait tout coordonner. On avait même fait de la finger food avec une maison qui s'appelle la maison qui régale, un petit producteur français qui fait ça, qui maintenant cartonne, qu'on pouvait mettre dans les box. En fait, c'est des petites conserves avec des rillettes de canard du Gers, avec une petite marmelade d'orange et des crackers au sarrasin, par exemple. Donc ça, les gens, ils adoraient. Top. Et on pouvait en fait faire une offre à la fois cours de cocktail et finger food. Donc super. En fait, là où les gens ils ont vraiment été séduits, c'est que ils recevaient chez eux en Chronopost. Ah ouf, là oui, c'est vrai, Chronopost, il y avait ça aussi. Le service après-vente, j'ai pas reçu mon colis. Donc ça aussi, ça a été tout nouveau pour nous, ça a été un boulot monstre, hein. Franchement, je crois que ça a été la période la plus éreintante du Shake and Smash. Intense. Les box, ah ouais, ça a été un truc de fou. Mais écoute, on s'en est bien sorti. À la fin, on avait même mis en place un quiz avec un logiciel qui s'appelle Quizzes. Donc, c'est un quiz en ligne avec des questions rigolotes sur les cocktails, etc. à la fin du cours. Non, franchement, on s'est bien démené. Ouais. On a eu une nana du Crayon aussi qui faisait des cours en anglais. Voilà, on a eu plusieurs participants aussi qui ont participé au projet. Ok, oui, il y avait Jérôme qui faisait les cours. Ouais, Jérôme qui faisait les cours, moi je faisais les boîtes. Et après, voilà. Et après, on avait de temps en temps des intervenants en anglais ou en espagnol, qui étaient des barman en fait, voilà. Super. Et donc là, vous vous dites, et c'est là un peu où commence une refonte. Une énième refonte. Voilà, là c'est la dernière version de votre activité. On est sur le V4, la V4 du Shake and Smash. C'est ça, le Shake and Smash 4.0. C'est maintenant, c'est maintenant tout ce qu'on a dit avant. Donc les particuliers essentiellement le week-end dans nos salons privés.
c'est les cours de cocktail pour les particuliers qui réservent en ligne le samedi, mais c'est aussi tous les événements entreprises, que ce soit du cours de cocktail aussi, hein, mais sous forme team building, et les cocktails dînatoires, auxquels se rajoutent maintenant de temps en temps les séminaires en journée et les activités en journée. D'accord. Donc en journée, oui. Non, non, tout ça a été un petit peu demandé en même temps. On a une grosse vague comme ça de demandes. Et en fait, on a encore une fois adapté le lieu par des travaux pour pouvoir. Oui, c'est les fameux travaux, financés par les cours de cocktail en ligne dont vous parlez. Ces travaux, c'était quoi? C'était de vous permettre que les espaces soient mieux pensés pour les groupes. De quoi vous aviez besoin? Exactement, de la modularité, de l'espace. Donc en fait, on a cassé ce gros bar qu'on avait mis en place au tout début, qui était magnifique, hein, mais qui prenait une place monstre. C'était pas du tout modulable. Donc on l'a remplacé par une station mobile, mais qui est très efficace aussi, hein, et qui s'insère très bien dans la déco. Maintenant, ça fait un peu une maison, quoi. On se sent comme à la maison. L'espace bar, il est tout petit. Donc, les barman sont en contact avec les clients. C'est vraiment très différent. Et on peut accueillir surtout 40 personnes en plus. Donc, ça a été game changer. Pour vous, c'est, Et si je pouvais encore me faire une recommandation, si je pouvais me parler. Vas-y, parle-toi, c'est important. Je dirais, il faut de la modularité. En fait, quand on pense un lieu, les choses changent tellement, la demande change tellement, et a fortiori, par exemple, avec la pandémie, où ça fait évoluer un certain mode de consommation et de fonctionnement, il faut pouvoir être modulable. Donc, dès le début, je pense que si je devais remonter un business, je penserais modularité, faire des choses un petit peu novatrices. Peut-être que ce serait pas des choses qui ressembleraient à tout le monde, mais ce serait des choses qui me permettent de durer dans le temps sur 10-15 ans. Ouais. Notamment d'avoir un bar énorme, clairement ça sert à rien. C'est pour moi maintenant, quand je vois des paquebots et que ça prend la moitié de l'espace du bar, je me dis tout cet espace gâché où on pourrait mettre des gens. Surtout dans des villes comme Paris où vous avez quand même des charges qui sont chères. C'est ça. Sur les espaces, et donc oui, il faut optimiser. Je comprends, hein, le barman passionné qui veut un espace de travail confortable, etc. Mais faut que ça tourne pour pouvoir c'est ça. Payer. Enfin voilà, donc il faut trouver le bon milieu. Donc oui, c'est vrai que d'être modulable, c'est top parce que on peut changer. Du coup, alors, est-ce que vous faites toujours des particuliers en table individuelle, ou est-ce que là vraiment vous êtes sur un virage très événementiel où vous devenez un bar événementiel de façon un peu plus importante? Est-ce que ça prend le dessus? Alors en effet, on est vraiment dans un virage événementiel. Néanmoins, on garde une partie passage, donc les gens peuvent venir consommer des cocktails. On a gardé une offre cocktail très à la pointe, avec toujours, ça c'est depuis le début, depuis 2013, une volonté d'avoir quelque chose de beau, de bon, avec un service au top. Donc ça, même pour les clients de passage. Des fois, il peut arriver. Ça, c'est vraiment votre ADN, le cocktail. Oui. Ça restera toujours le cœur de ce que vous faites. Exactement, pour deux raisons. Parce que déjà, on aime ça nous plaît. Et c'est surtout que c'est une offre que les autres prestataires événementiels ne font pas forcément bien. Et c'est là toute la différence. Oui, c'est vrai. C'est là, il y en a maintenant qui commencent à faire. Vrai. Mais qui passe beaucoup par des prestataires il y a cette mode du bar mobile, hein. Il y a beaucoup de, d'ailleurs, vos concurrents sur les cours de cocktail en ligne, il y a pas mal de prestataires qui sont qui étaient des nomades. C'est ça. Voilà, qui étaient comme vous, qui avaient beaucoup d'agilité, qui étaient habitués à tout le temps faire des choses différentes, donc je pense qu'ils se sont vite adaptés. Mais c'est vrai que sur les lieux événementiels, quand on passe par des prestataires type traiteur, etc., c'est pas forcément des as. Non. C'est plutôt du champagne, du vin. Voilà. Et nous, le gros avantage, c'est un petit peu comme les prestataires mobiles cocktails. On adapte notre carte. Si par exemple on fait un événement
pour la région d'Utah aux États-Unis, eh ben on va faire venir des alcools, on va faire des recettes avec des noms qui ont un rapport avec la région. C'est vraiment hyper personnalisé ou pas, hein, s'ils veulent rester. Vous savez faire du sur-mesure. C'est ça, exactement. Et la qualité et du visuel aussi, c'est hyper important, surtout le visuel. Et surtout dans l'événementiel comme ça d'entreprise où il faut envoyer des pots à 300 cocktails. Eh ben, nous, on préfère peut-être prémixer certains ingrédients pour faciliter l'envoi. Bon, je pense que tout le monde le fait dans ce milieu, mais choisir un magnifique glaçon avec des décos qui sont faciles à envoyer pour que toujours ça soit super beau et visuel. Et ça, les gens. L'effet waouh, le petit effet waouh. Ah, ben, ça change d'habitude. On avait plutôt des mojitos, du champagne. Là, vraiment, on n'a jamais bu des cocktails comme ça en soirée d'entreprise. Merci. Donc, les gens sont très reconnaissants et ça nous pousse à rester encore sur ce credo des cocktails et de la mixologie. Donc clairement, aujourd'hui, Shake and Smash, bar événementiel, bar cours de cocktail, quoi. Vous avez vraiment ces deux grosses casquettes qui se démarquent aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. Il y a aussi, alors comme vous êtes très curieux et que vous faites plein de choses, je fais un petit détour moins événementiel, mais que je trouve hyper intéressant. C'est pour montrer aussi votre, comment je pourrais dire, à quel point vous poussez toujours les choses. Vous êtes assez précurseur, je trouve, sur le cocktail sans alcool. Ouais. Moi, vous faites partie des seuls que je vois sur les bars parisiens à vraiment faire un travail comme sur un cocktail classique, mais en sans alcool, à présenter des alcools sans alcool, enfin je sais pas comment dire, des genres de liqueurs sans alcool, des distillats sans alcool, des distillats sans alcool. Ça, c'est parce que vous avez envie de pouvoir proposer pour tout le monde, enfin de pouvoir intégrer tous les clients qui boivent pas. Comment ça vous vient de vous intéresser au sans alcool, peut-être par goût personnel aussi. Je sais pas, mais alors, qu'est-ce qui vous a attiré? Je dirais que c'est comme pour tout, et c'est maintenant un autre schéma, comme je te le disais un petit peu plus tôt dans la conversation, c'est dû à une demande. C'est-à-dire que c'est la demande qui a créé, encore une fois, l'offre. On avait beaucoup dans les team building, dans les cours de cocktail, de personnes qui ne buvaient pas d'alcool, donc on a toujours proposé du sans alcool. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas proposé du sans alcool, par exemple, sans jus ni sirop, tu vois. C'est assez compliqué. Donc pour ça, il faut avoir un distillat botanique sans alcool. Et ça, il y a de plus en plus de marques et des marques françaises aussi qui en font. Donc ça donne vraiment une saveur herbacée de plantes ou autre que tu peux pas reproduire avec un jus de fruits. Et ça a beaucoup plus de finesse. Donc à partir de cette demande-là, on a contacté un monsieur qui s'appelle Guillaume, qui est très gentil, qui a la distillerie Nolo Spirit Free. Il fait un distillat botanique avec différentes plantes sans alcool. Et en fait, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut faire un Nolo Mule, on peut faire un Nolo Martini, on peut faire n'importe quel cocktail stylé et ça plaît, quoi. C'est super bien, les clients sont hyper contents. Et pendant un cours de cocktail, au lieu de prendre la bouteille de spirit, il prend sa bouteille de distillat botanique. Et les gens n'en reviennent pas, hein. Ils disent, mais c'est génial. on trouve ça à Monoprix? Non, pas encore. Bientôt. Pas encore. Grâce au podcast. J'aimerais bien. Oui, non, mais voilà, c'est vraiment la demande qui a fait. Et comme tu sais que nous, on aime bien faire les choses à fond, et voilà, on a décidé de prendre un distillat plutôt que de faire des créations à base de jus, etc. D'ailleurs, pour avoir expérimenté en tant que femme pendant ma grossesse, par exemple, le sans alcool, c'est vrai qu'aussi les jus, les sirops, c'est sucré. Au bout d'un moment, on sature un peu en sucre. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir boire quelque chose qui s'apparente un peu plus à un cocktail. Oui, et c'est ce que les gens veulent, encore une fois. C'est vraiment la demande. C'est sans alcool et low sugar, quoi. C'est vraiment les gens ne veulent plus de sucre. Et ceux qui boivent pas d'alcool, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment la tendance du moment. On veut pas de sucre et pas d'alcool. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Et le sans alcool d'ailleurs, parce que bon, moi je sors pas autant que vous à Paris, malheureusement. J'aimerais bien. Vous le voyez dans d'autres établissements, où vous sentez que là-dessus vous êtes quand même encore une fois assez précurseur, parce que moi c'est mon impression, mais je sors pas autant que vous, donc tu vois beaucoup se développer le cocktail travaillé sans alcool dans les bars à Paris, ou c'est encore Non, disons que ça a toujours léger? existé, le sans-alcool, dans les bars à cocktails Oui, à Paris. Il y avait toujours une création, oui. voilà. Il y a eu des très bonnes recettes que j'ai goûtées, donc en effet, pas de souci, je pense, à ce niveau-là. Mais en effet, c'est plutôt en termes de présentation et d'utiliser ces fameux distillats qui sont maintenant précurseurs et à la mode. Donc, tu vas trouver des bouteilles de ces distillats dans tous les bars à cocktails actuels. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a plein de marques maintenant qui le font. Par contre, c'est pas forcément mis en valeur. Et ils vont peut-être pas mettre un gros glaçon transparent comme nous on fait dans une belle coupette, comme si c'était un cocktail à 25 €. Non, il n'y a pas peut-être cette mise en scène que nous on fait. Bon, après ça va venir. Hein. Je pense que clairement c'est ce que oui, gens, je pense aussi. Mais c'est vrai que j'avais cette sensation, encore une fois, que vous étiez très en avance sur des tendances qui, je pense, sont en train sont en lame de fond. Pour l'instant, c'est encore léger, mais je pense que ça va monter. Oui, ça va monter. La demande, elle monte. Hein, donc, normalement, si la demande, elle monte, voilà, l'offre va se diversifier. Hein, ça, c'est sûr. Tout à fait. Mais c'est vrai que si je compare à des pays étrangers qui ont cette culture du cocktail beaucoup plus importante, l'Amérique du Nord, même la Grande-Bretagne, etc. Voilà. Je sens ça plus ancré qu'en France, où c'est encore un peu les prémices. Tout comme d'habitude. Vous avez des projets où déjà vous vous dites bon, on va, non, on va déjà bien se mettre en place sur tout ce qu'on fait là. Les dernières nouveautés, c'est que grâce à toute cette demande, à ces travaux, au fait que on arrive à remplir dans différents types de prestations, etc., ça nous a permis de prendre, ce qui est très important, je tiens à le noter, une directrice d'établissement. Donc, une directrice d'établissement, ça nous a également changé la vie parce que encore, jusque septembre dernier, j'étais obligée d'être sur le côté opérationnel ou au moins de surveiller ou donc ça me prenait encore beaucoup de temps et beaucoup de tracas pour rien en fait. Des fois, il faut juste prendre le temps, recruter quelqu'un qui va bien, voilà, de déléguer, de pas avoir peur de déléguer. Ça s'apprend. Alors pour moi ça a été très dur, mais ça j'apprends tous les jours et ça me change la vie. Et c'est ce qui nous permet, malgré que ça fait que 6 mois qu'on a réouvert depuis le Covid, de déjà avoir d'autres projets qui vont normalement se concrétiser là dans les 1 an. C'est de prendre un autre espace. Voilà. De prendre un autre espace qui sera dédié plutôt aux événements de journée. Parce que même si on en fait un petit peu au Shake and Smash, le cadre, il fait vraiment bar quand même, il fait vraiment soir aussi. Il n'y a pas forcément la luminosité, la modularité au niveau des rétroprojecteurs, etc. On a ce qu'il faut, mais c'est pas optimal. Donc j'aimerais un lieu de journée en fait pour tout ce qui est séminaire, cours de cocktail aussi, avec et sans alcool, hein, justement. Hein, c'est pas parce qu'on fait le cours à midi on peut faire sans alcool, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est ça le projet qui devrait se concrétiser normalement bientôt. Top. Bravo. Merci. De rien. Est-ce que, parce on en a beaucoup parlé, mais je voudrais juste être sûre qu'on a tout dit, juste pour clôturer notre petite conversation. Oui. On a, au fil de notre conversation, beaucoup parlé de ta stratégie vente et marketing, et notamment à chaque fois qui va accompagner le changement. Beaucoup, donc tu disais avec ton site, l'optimisation du site, le fait qu'il soit à jour, le fait qu'il y ait des nouveautés régulières pour être bien référencé, de faire du Google Ads, de s'inscrire sur des apporteurs précis pour aller générer le trafic dont on a besoin en complément. Est-ce qu'il y a des choses
des conseils que tu voudrais donner à nos auditeurs, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? On a déjà dit beaucoup de choses, hein, c'est juste que je te tends une perche au cas où on ait oublié quelque chose. Oui, bah moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand même un outil qui nous a quand même changé la vie. Je suis désolée, on dirait que c'est cliché, mais Booking Shake. Non, mais vraiment, vraiment, c'est vrai que ça, on l'a pas dit. En fait, à un moment, on s'y est retrouvés. Bah, au début, justement, on travaillait avec Wix. Donc, on faisait tout avec Wix. Donc, on recevait les demandes sur un formulaire Wix, etc. On répondait. Ça vous envoyait un mail, non? Ouais, non, il y a un formulaire de contact dans les widgets. Tu peux ajouter ce qu'ils appellent des formulaires de contact où ça envoie un tableau. Avec, dans un tableau. Ouais, okay. Voilà, le nombre de personnes, la demande, comme un etc. Excel. Oui, on pourrait dire ça, ouais. Ok. Et du coup, on répondait donc à toutes ces demandes sur Wix. Alors, on avait fait des modèles, un petit peu de mail copier-coller, mais c'était pas incroyable. Ça nous demandait un temps fou. Faire les devis, bah, c'était aussi avec le système de facturation Wix, qui maintenant s'est vraiment amélioré, mais au début, c'était vraiment catastrophique. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec toi, parce que le nombre de demandes qui croît, le nombre de devis qui devient de plus en plus important, et puis des devis, t'en fais beaucoup plus que des concrétisations, donc c'est vraiment un boulot incroyable. Et également les apporteurs d'affaires qu'on peut synchroniser sur le calendrier, comme avec pouvoir tout réunir. Voilà, exactement. Donc ça a été grosse avancée. Ça nous a fait vraiment un gain de temps incroyable, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de un petit peu déléguer aussi ce poste à Antoine, qui est barman à la base. Ça fait 4 ans qu'il est chez nous, mais il s'est trouvé une passion pour être commercial, vendre les salons, faire. Faut me l'envoyer. Voilà. Franchement, oui, parce qu'il aurait beaucoup de choses à apprendre encore. Mais disons que l'outil Booking Shake, comme c'est pas quelqu'un à la base de très rigoureux, qui connaît vraiment les systèmes de facturation et tout, franchement, sans Booking Shake, on n'aurait jamais pu lui déléguer cette tâche, parce que c'est quand même beaucoup plus instinctif et réuni en un seul. Ça évite les erreurs. Ah oui. Ouais. Et on peut contrôler le travail de chacun, parce que tout est réuni sur un seul et même truc. Oui, et en temps réel aussi, parce que c'est ça, non, mais il y a d'autres outils où c'est pas toujours en temps réel, donc on se dit exactement. Ah bon, ça va, et puis en fait 2 jours après on se dit non, mais c'est quoi cette erreur, c'est pas possible. C'est ça. Donc gros conseil, c'est utiliser un logiciel CRM à la pointe, comme Booking Shake, avoir un site internet facile à utiliser si on est très coincé au niveau de l'opérationnel. Et surtout que et ça Sephora pourra vous le confirmer aussi, quand vous avez les bons partenaires comme nous sur cette partie CRM, et du coup on est évidemment très à l'aise sur tous vos sujets digitaux, quand vous êtes sur des outils comme Wix, on peut vous aider, on peut vous dire où cliquer, on peut vous dire voilà, parce que on sait comment vous montrer comment l'utiliser. C'est ça aussi de choisir les bons partenaires, comme un fournisseur de nourriture ou d'alcool, ou de choisir les bonnes personnes. C'est beaucoup de confort, c'est faites les mêmes choix pour vos outils. Non, mais c'est exactement ça. Ou lorsque, par exemple, vous m'avez aidé à exporter toute ma base de données que j'avais sur Booking Shake, sur Mailchimp, pour pouvoir faire mes newsletters. Ça passe aussi par de l'aide, du conseil. C'est pas que le logiciel en lui-même. Et faut pas hésiter. Moi, j'hésite pas à vous questionner et à vous demander de l'aide. Et c'est ça aussi mon conseil. Voilà, comme pour tout. Magnifique. On vous attend donc tous nombreux suite au conseil de Sephora. Rejoignez-nous, on va bien rigoler. Voilà, exactement. Si on veut te joindre, vous joindre, qu'est-ce que tu nous conseilles? Ou vous suivre aussi, parce personnellement, que vous êtes très actif. Tu veux dire au niveau du bar? Le bar, toi, je crois que tu as un compte pro LinkedIn, Sephora. Voilà, j'ai un compte pro LinkedIn, donc Sephora Cohen, Jérôme Suzini aussi. En fait, les deux, on gère les deux de manière indistincte. En fait, des fois, je réponds sous Jérôme, et des fois, lui peut répondre sous Sephora. Mais la révélation. Mais pour nous joindre, Jérôme Suzini, Sephora Cohen sur LinkedIn. Et sinon, pour le bar, on est sur Instagram. On a aussi une page sur LinkedIn. On est sur Facebook.
et le site internet où on peut faire des réservations pour les cours de cocktail et acheter des bons cadeaux aussi, parce que c'est très sympa d'offrir des cours de cocktail. Ouais, et réserver pour un groupe. Voilà, via le formulaire. Ou un événement. Exactement. On peut tout faire Voilà, on peut tout faire. Sur le site Wix. Sur le site Wix, on peut consulter toutes les photos du lieu, on peut accéder à la carte des cocktails, on peut voir voilà les photos et les vidéos des cours de cocktail aussi, c'est sympa. Donc voilà, Et on peut voir aussi tout le travail que vous faites sur le blog, parce que sur les bars, vous n'êtes pas beaucoup à faire des blogs. Oui. Je pense aussi que c'est un impact important pour ton référencement. Exactement. C'est pour ça que là j'ai eu vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour voir un peu les sujets, les thématiques que Sephora et Jérôme utilisent pour vous inspirer pour vos établissements. Exactement. Vas-y, t'allais rajouter quelque chose, Sephora? Non, je disais que justement, il y avait un des blogs qui m'a bien aidé au niveau du référencement entièrement de vie de jeune fille, tu vois. Donc voilà, c'est un blog un peu voilà, ciblé mots-clés, on va pas se le cacher, mais bien sûr. Mais du coup, oui, j'apparaissais en 2e page référencement naturel, c'est impressionnant. Ah bah donc définitivement ça vaut le coup. Pensez-y. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup Sephora d'être venue sur Evencheck, de nous avoir tout révélé, tous vos secrets. Et encore, je pourrais en révéler davantage. Alors on va devoir refaire des épisodes. Non, mais on le fera, tu sais quand j'aurai développé toute ma stratégie séminaire de journée avec mon nouveau lieu. Exactement. Bah ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'urne sourde quand tu as dit que vous alliez potentiellement ouvrir un autre lieu sur pour aller chercher un autre segment. Voilà. Je vous garde bien en tête. Ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci Clémence. Au revoir.